Section 2. Compétences dont vous n'avez pas besoin. Chapitre 14. La pire erreur que vous puissiez faire. J'ai perdu le compte du nombre de traders à qui c'est arrivé. Honnêtement, c'est probablement arrivé à presque tous les traders, à un moment ou un autre. Malheureusement, pour beaucoup, cela peut marquer le début de la fin. Comme nous le savons tous, pour réussir en trading, il est essentiel d'établir un ensemble de règles que l'on suit au quotidien. Ces règles sont extrêmement importantes car elles structurent nos transactions et nous aident à décider de ce qu'il faut faire et, tout aussi important, de ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez de bonnes règles de trading et que vous les appliquez rigoureusement, réaliser des profits et éviter les pertes importantes devrait être un objectif atteignable. En revanche, si vous ne respectez pas vos règles, vous subirez des pertes bien plus importantes. Et c'est là que réside la principale erreur. Je l'ai vu arriver à de nombreux traders. Si vous ne respectez pas vos règles et que la transaction s'avère gagnante, vous pousserez probablement un soupir de soulagement une fois terminé. Mais en réalité, vous ne devriez pas être soulagé. Vous venez peut-être de commettre une erreur qui vous mènera à la ruine plus rapidement que n'importe quelle autre erreur de trading. En effet, si cette transaction, où vous n'avez pas respecté vos règles, s'avère fructueuse, vous serez plus enclin à ne pas les respecter la prochaine fois. Or, c'est la pire erreur que vous puissiez commettre. Elle nuira davantage à votre compte de trading que n'importe quel autre. Le pire, c'est qu'il est si tentant de ne pas suivre ces règles, ne serait-ce que cette fois-ci. Mais vous devez comprendre qu'il ne peut y avoir de « juste cette fois-ci ». Vous devez respecter vos règles systématiquement, sans exception. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai vu cela arriver à de nombreux traders. Par exemple, je me souviens d'un trader qui gagnait en moyenne entre 500 et 1000 $ par jour sur les contrats à terme du S&P 500. Il s'en sortait bien, essayant simplement d'atteindre son objectif quotidien, mais il est devenu avide et s'est dit qu'il devait y avoir un moyen de faire encore plus de profit. Je ne comprends pas ce qui clochait avec 500 à 1000 $ par jour. Il a décidé que ses règles étaient trop restrictives et qu'il ratait beaucoup d'opportunités. Alors, comme il réussissait bien, il a décidé d'assouplir un peu ses règles pour pouvoir multiplier les transactions et, espérons-le, faire plus de profit. Eh bien, il a ignoré ses règles pendant 2 jours. Résultat, il a pris beaucoup plus de risques que d'habitude. Mais il pensait que ce n'était pas grave, car il gagnait maintenant en moyenne environ 2000 $ par jour depuis une semaine. Ne pas suivre ses règles lui rapportait plus d'argent sur le moment. Mais je suis sûr que vous imaginez la suite. Le mois suivant, il perdit tout ce qu'il avait gagné ces 4 derniers mois, près de 60 000 $, et se retrouva en déficit pour l'année alors qu'il était en passe d'engranger environ 200 000 $. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas respecté ses règles que cela s'est produit. Non, c'est parce qu'il ne les a pas respectées et que ça a fonctionné. Cela lui a donné une fausse impression de sécurité, lui faisant croire qu'il n'avait plus besoin de suivre ses règles. Je suis certain que vous traverserez, au cours de votre carrière de trader, si ce n'est déjà fait, une période où vous serez tenté de déroger à vos règles, ne serait-ce qu'une fois. Je ne saurais trop vous mettre en garde contre l'ampleur de cette erreur, surtout si elle s'avère payante et que vous réalisez un profit. Gagner de l'argent grâce à cette opération, dérogeant aux règles, pourrait bien être le profit le plus coûteux de votre carrière. Cela pourrait alors facilement vous conforter dans l'idée de ne pas respecter vos règles la prochaine fois. La tentation sera toujours présente, mais y résister et éviter de commettre la pire erreur possible sera bien plus profitable. Le respect constant de vos règles est la seule voie vers le succès en trading. Si vous décidez de ne pas les suivre, même exceptionnellement, vous rejoindrez rapidement les 80 à 90% de traders qui perdent de l'argent. Ne devenez pas une statistique. Respectez toujours vos règles. Ne vous dites jamais « juste cette fois ». Chapitre 15. Négociation de revenus. Le trading de vengeance n'a qu'une seule origine, le fait de blâmer le marché pour vos pertes. Mais réfléchissons-y sérieusement. Qui est responsable d'une perte? En réalité, le terme « blâme » est inapproprié. La question devrait plutôt être « qui est responsable de vos pertes ?» La réponse est simple, vous. Le marché n'est pas responsable de vos pertes. S'en prendre au marché et chercher à se venger n'a donc aucun sens. Si vous êtes responsable de vos actions, chercher à vous venger de vos pertes revient en fait à vous venger de vous-même. Et cela n'a absolument aucun sens. Pourquoi se venger de soi-même? C'est pourtant exactement ce que vous faites lorsque vous vous en prenez au marché et tentez de récupérer vos pertes de manière quasi vengeresse. Si vous êtes frustré et en colère, vous allez commettre des erreurs de trading qui vous coûteront probablement encore plus cher. Beaucoup de gens se demandent pourquoi la vengeance entre en jeu en trading. Mais c'est en réalité très simple. Prenons l'exemple des jeux de hasard. On ne peut perdre que ce que l'on a misé. Lorsqu'on mise de l'argent, il est facile d'assumer la responsabilité de ses pertes, car on a généralement dû physiquement placer la mise sur la table, et on ne peut perdre que ce que l'on a décidé de risquer. Mais en trading, c'est évidemment très différent. Si l'on ne parvient pas à sortir d'une position perdante, on peut perdre bien plus que prévu. Même avec des ordres stop sur les marchés à terme, un glissement peut survenir et entraîner des pertes supérieures à celles initialement prévues. Il est alors facile de blâmer le marché pour ces pertes. Le marché a pris votre argent. C'est là que le sentiment de revanche entre en jeu. Prenons un exemple,
Supposons que vous perdiez 300 points sur la dernière transaction. Un profit de 100 points sera-t-il suffisant sur la prochaine? Le marché peut clairement indiquer à un observateur objectif que cette transaction, 100 points, ne peut rien rapporter. Mais pour quelqu'un qui vient de perdre 300 points, surtout s'il avait prévu de risquer moins de 300 points, 100 points ne suffiront souvent pas, car on ne récupère pas la totalité des pertes. Il faudra s'approcher des 300 points pour se sentir à nouveau en confiance. Mais soyons réalistes, un trade a-t-il vraiment une incidence sur un autre? Le marché ignore et ne se soucie pas de vos gains ou pertes du trade précédent. Cela n'a absolument aucune incidence sur votre prochain trade, ni même sur les 50 suivants. C'est un point essentiel à toujours garder à l'esprit. Un trade est indépendant du suivant. Ils sont totalement indépendants. Tenter de récupérer en un seul trade ce que vous avez perdu lors du précédent n'a donc aucun sens. Vous ne pouvez profiter que de ce qui est disponible sur le trade en cours. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec la transaction que vous venez de réaliser. Lorsque vous vous sentez obligé de récupérer ce que vous venez de perdre, vous essayez de défier le marché, presque comme pour le provoquer. C'est assurément une mauvaise attitude. Il faut suivre le marché, pas le combattre. On ne peut pas le combattre, car on ne peut pas gagner ainsi. On ne peut pas changer le cours du marché. On ne peut changer que soi-même. Mark Douglas l'exprime très clairement. Le marché ne peut rien vous prendre que vous ne lui permettiez pas. Si vous avez perdu de l'argent, ou plus que vous ne le souhaitiez, vous l'avez donné à d'autres investisseurs. En fin de compte, la vengeance crée une relation conflictuelle avec vous-même. Si vous donnez votre argent au marché, vous vous en privez également. Si vous vous en voulez d'avoir laissé la dernière transaction vous échapper, quelle que soit l'opportunité que le marché vous offre, maintenant, elle ne vous suffira pas. Psychologiquement, vous ne saisirez pas cette opportunité de profit ou autre, car vous n'aurez pas accepté la dernière transaction comme étant acceptable. De fait, vous vous priverez de l'occasion présente ou future de vous punir pour votre erreur passée. En réalité, vous ne pouvez pas vous venger du marché, et croire en la vengeance ne fait que vous venger de vous-même. Il est probablement évident pour la plupart des gens que tenter de se venger du marché est une mauvaise idée. Mais j'espère que vous comprenez maintenant que lorsque vous essayez de vous venger du marché, vous ne faites en réalité que vous venger de vous-même. Chapitre 16. Souhaiter, espérer et prier. Rappelez-vous, nous avons évoqué précédemment l'importance d'être un acteur actif, aussi bien en cas de gain qu'en cas de perte. Autrement dit, il faut agir pour encaisser les profits et se désengager des positions perdantes. On ne peut pas rester passif face au marché, et c'est précisément ce que font les vœux pieux et les prières, ils nous rendent passifs. En général, il n'y a rien de mal à espérer et à prier. Nous espérons tous que certaines choses se produiront dans nos vies, et c'est normal. Mais cela n'a pas sa place en trading. Le problème survient lorsque nous espérons que le marché agira comme nous le souhaitons. Cela nous place dans une relation passive avec le marché. Ainsi, nous ne devenons pas des acteurs actifs, capables de gérer nos gains et nos pertes. Lorsque vous souhaitez que le marché fasse telle ou telle chose ou évolue dans une certaine direction, vous transférez votre responsabilité sur les marchés. Or, comme vous le savez déjà, la responsabilité ne doit pas incomber au marché, mais à nous-mêmes. En d'autres termes, nous sommes seuls responsables des résultats que nous obtenons. Espérer, souhaiter et prier pour que le marché évolue dans le sens souhaité est très néfaste. Bien souvent, cela nous paralyse et nous empêche d'agir au mieux de nos intérêts. Cela se produit car le comportement du marché ne correspond pas à nos attentes. Et bien souvent, nos espoirs, nos souhaits et nos prières nous enferment dans notre propre opinion sur le marché. Il est essentiel de se rappeler que notre opinion n'est pas forcément la bonne. Pire encore, elle pourrait être juste, mais simplement prématurée. Ce n'est pas grave, il n'est pas nécessaire d'avoir toujours raison pour réussir. Il faut simplement éviter de s'enfermer dans une opinion au point d'espérer que le marché prenne une direction précise. Le marché évoluera uniquement dans le sens des ordres d'achat et de vente. Malheureusement, vos espoirs et vos souhaits n'auront aucune influence sur la direction que prendra le marché. Si vous vous surprenez à espérer, souhaiter et prier pour que le marché réagisse, c'est un excellent signe que vous ne maîtrisez pas la situation actuelle. Il est alors grand temps de sortir de votre position et de la réévaluer. Il est très facile de prendre cette habitude, surtout pour les traders débutants, mais comme vous le voyez, c'est une grave erreur. Évidemment, il faut l'éviter à tout prix, car elle ne servira jamais vos intérêts et il sera toujours difficile de réussir dans une relation passive. Ce qui rend tout cela un peu confus, c'est que l'intuition, cette petite voix intérieure qui vous dit quoi faire, ressemble beaucoup à ses espoirs, souhaits et prières. Dans son ouvrage, The Disciplined Trader, Mark Douglas l'explique très clairement. Cependant, l'évitement pose un autre problème, moins évident, notamment en ce qui concerne les souhaits et les espoirs. Une véritable intuition, une connaissance et une sagesse plus profonde qui indiquent la prochaine étape la plus appropriée à franchir, toujours dans notre intérêt, ressemble beaucoup à des souhaits et des espoirs. Autrement dit, il est très difficile de faire la distinction entre les deux, ce qui facilite la confusion et explique en partie pourquoi nous avons tant de mal à faire confiance à notre intuition. Pour être certain de ressentir une véritable intuition,
Il faut éliminer de son environnement mental tout ce qui pourrait vous inciter à souhaiter et à espérer que quelque chose se produise au lieu d'affronter le problème de front pour découvrir la solution. Vous pouvez souhaiter et espérer que le marché se redresse, ou limiter vos pertes et vous préparer à saisir la prochaine opportunité. Cela exige de modifier tout ce qui, dans votre environnement mental, vous inciterait à éviter la confrontation et, par conséquent, à souhaiter et à espérer. Moins vous avez de raisons de souhaiter et d'espérer que quelque chose se produise, plus vous saurez que lorsque vous ressentez cette intuition, il s'agit d'une véritable intuition. Plus vous aurez confiance en vous pour la suivre, plus vous serez enclin à l'écouter. L'intuition vous guidera toujours de la manière la plus appropriée pour répondre à vos besoins. Vous pouvez souhaiter et espérer que le marché se redressera, ou vous pouvez limiter vos pertes et vous préparer à saisir la prochaine opportunité. Chapitre 17. Doubler la mise, aggraver une position perdante. Comme nous l'avons évoqué jusqu'ici, le plus important est de minimiser vos risques. Je ne saurais trop insister. Minimiser les risques est 100 fois plus important que de trouver des transactions gagnantes. Et trouver des transactions gagnantes est également important, j'espère donc que cela vous montre à quel point il est crucial de limiter les risques. Il y a ensuite cette habitude, répandue chez certains traders, qui peut s'avérer très néfaste. Rien n'augmente davantage le risque que de renforcer une position perdante. Pourtant, de nombreux traders le font quotidiennement. La principale raison est la même que pour la plupart des autres problèmes de trading. La plupart des traders refusent d'admettre leurs erreurs. En renforçant leur position perdante, ils se donnent une nouvelle chance de se rattraper. Mais si la clé du succès en trading réside dans la minimisation des risques, comment renforcer une position perdante peut-il aider un trader? La réponse est simple, cela ne peut pas. C'est très similaire à ce que nous avons abordé au chapitre 14, la pire erreur que vous puissiez commettre. Le vrai problème survient lorsque doubler sa mise, renforcer une position perdante, s'avère payant et que vous finissez par réaliser un profit sur une telle opération. Cela confirme une situation très dangereuse et pourrait vous inciter à recommencer. Mais la prochaine fois pourrait bien vous coûter très cher. La seule raison valable d'entrer en position est de repérer une opportunité et de penser que le marché a de fortes chances d'évoluer dans votre sens. Cependant, si l'on renforce généralement ses positions perdantes, ce n'est pas parce qu'on entrevoit une nouvelle opportunité, mais parce qu'on ne veut pas se tromper sur sa première intuition. On a l'impression qu'en lissant le prix d'achat, on augmente ses chances de ne pas se tromper. Mais, à mon avis, ce n'est pas la bonne approche pour réussir. Je pense sincèrement que la plupart des gens renforcent leur position perdante pour éviter d'assumer la responsabilité d'une erreur d'appréciation de la direction actuelle du marché. Attention, je ne veux pas que vous vous mépreniez. Renforcer progressivement une position n'est pas une mauvaise chose. Si vous prévoyez de prendre plusieurs contrats à différents niveaux de prix, c'est tout à fait acceptable. Mais ce dont je parle, c'est lorsqu'un trader n'a pas ce genre de plan. Il décide simplement de renforcer sa position alors que le marché évolue en sa défaveur. C'est une erreur, et comme je l'ai dit il y a un instant, cela pourrait s'avérer une erreur encore plus grave si cela fonctionne, car cette situation pourrait vous inciter à recommencer. Et je vous assure que cela vous nuira bien plus que cela ne vous aidera. Je l'ai vu se produire des milliers de fois. Je l'ai moi-même fait suffisamment de fois pour savoir que cela ne fonctionnera pas à long terme. En revanche, je n'ai aucun problème à renforcer une position gagnante. En fait, je pense que dans de nombreux cas, renforcer une position gagnante est une excellente idée. L'idée de base est qu'il est acceptable de renforcer sa position lorsque les choses tournent en votre faveur, mais qu'il ne l'est pas lorsqu'elles tournent en votre défaveur. C'est une bonne règle à suivre. Encore une fois, cela renvoie simplement à l'idée d'agir dans son propre intérêt. Et si renforcer une position perdante est une façon d'éviter d'admettre notre erreur d'appréciation de l'orientation du marché, cela prouve simplement qu'agir ainsi, sans stratégie, va à l'encontre de nos propres intérêts. En effet, pour agir au mieux de nos intérêts, nous devons être prêts à reconnaître nos erreurs au lieu de les nier et d'aggraver la situation. Chapitre 18. Avidité. Il est si facile de tomber dans l'avidité dans ce secteur. On a vite fait de penser que, quoi qu'on gagne, ce n'est jamais assez. Si on réalise un profit de 200 points sur une transaction, on en veut 300. Si on en a 300, on en veut 400. Cette insatiabilité est une des principales raisons pour lesquelles beaucoup peinent à réussir en trading. La solution pour éviter l'avidité réside peut-être dans la compréhension des raisons pour lesquelles il est si facile de se laisser aller à l'avidité sur les marchés. L'avidité naît de la conviction qu'il n'y en a jamais assez, ou qu'il n'y en aura jamais assez. Lorsque le marché est en perpétuelle évolution, n'est-il pas toujours possible d'optimiser ses gains? Une personne avide ne sera jamais satisfaite. Elle en voudra toujours plus, quelle que soit la somme qu'elle possède. Il semble que l'avidité en trading s'explique par le fait que les traders prennent en compte des facteurs extérieurs au marché, comme leurs besoins urgents d'argent, l'usage qu'ils en feront, leur capacité à prendre des risques, etc. Et les appliquent au marché et à leurs transactions. Mais cela n'a pas vraiment de sens, car ces facteurs non liés au marché n'ont absolument rien à voir avec son orientation. Par exemple, prendre en compte des raisons comme « je veux utiliser cet argent pour acheter une plus grande maison » ou « j'ai besoin de cet argent pour payer mes factures » est une erreur.
Bien que ces raisons soient vraies, elles n'ont aucun lien avec la direction que prend le marché. Laisser ces motivations dicter vos décisions de trading vous rend avide. Cela vous pousse à vouloir plus que ce que le marché offre et vous incite à agir contre votre propre intérêt. Ainsi, vous pouvez facilement être tenté de croire qu'une transaction particulière recèle un potentiel bien plus important simplement parce que vous voulez gagner plus d'argent, ce qui vous pousse à espérer et à rêver. Et, comme nous l'avons évoqué précédemment, cela ne sert pas non plus vos propres intérêts. Espérer et rêver ne vous rapportera rien. Vous vous souvenez peut-être de la réplique de Michael Douglas dans le film Wall Street. L'avidité est une bonne chose. Eh bien, vous savez quoi? Il avait tout faux. Ça peut paraître bien au cinéma, mais c'est une erreur en trading. À mon avis, la cupidité est la pire erreur qui puisse ruiner une carrière de trader. Chapitre 19. Peur. Bien souvent, nos peurs peuvent saboter nos propres transactions. Dans bien des cas, la peur est bénéfique et utile dans la vie. Mais en trading, elle peut s'avérer très néfaste. La peur nous pousse à éviter ce que nous percevons comme une menace dans notre environnement. Il est important de noter que ce que nous percevons comme une menace ne l'est pas forcément. C'est simplement notre perception qui compte. Et pour notre esprit, c'est une menace réelle. Le livre, The Disciplined Trader, en donne un bon exemple. Un enfant gravement mordu par un chien associera naturellement tous les chiens à la menace de la douleur et développera par conséquent une peur intense, voire une terreur, à chaque rencontre canine. La peur de cet enfant envers tous les chiens, hormis celui qui l'a mordu, est bien réelle. Il est incapable de distinguer un chien amical d'un chien dangereux, car son expérience personnelle le pousse à croire que tous les chiens sont dangereux. C'est sa vision du monde. Cependant, cette vision ne reflète pas toute la complexité des interactions avec les chiens. Tous les chiens ne sont pas dangereux. Bien au contraire, très peu de chiens seraient considérés comme menaçants. La plupart voient un enfant et veulent jouer. Désormais, à chaque rencontre fortuite avec un chien, l'enfant vivra une expérience terrifiante, quel que soit le tempérament de l'animal. Si un chien fait le moindre mouvement vers l'enfant, celui-ci l'interprétera comme une véritable attaque, alors que le chien voulait simplement jouer ou être caressé. En fait, l'enfant pourrait développer une telle peur d'être attaqué qu'il consacrera la majeure partie, voire la totalité, de son attention à scruter les alentours à la recherche de chiens. Finalement, ses sens s'habitueront à détecter leurs images et leurs sons, et chaque fois qu'il en verra ou en entendra un, il vivra une nouvelle expérience terrifiante qui ne fera que renforcer ses craintes. Son attention sera focalisée sur l'objet de sa peur afin qu'il puisse éviter ce qu'il a appris à percevoir comme une menace. Le problème, c'est que ce qu'il a appris est erroné concernant le fait que tous les chiens ne sont pas dangereux. Ignorant cela, il croira naturellement que sa terreur vient de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. En réalité, ses peurs agissent sur sa perception et créent les expériences mêmes qu'il tente d'éviter, en le poussant à se focaliser sur tous les chiens de son environnement. Voyez-vous en quoi la peur de ce jeune enfant peut être similaire à celle que nous pouvons ressentir en bourse? Lorsque nous nous concentrons sur nos pertes, nos erreurs, etc., nous donnons à notre subconscient des instructions puissantes. Nous risquons alors de subir les mêmes pertes que nous cherchons tant à éviter. Ce sur quoi nous concentrons notre attention, nous l'obtenons généralement. Il n'est pas forcément aussi simple de se concentrer sur les gains et les bonnes pratiques de trading pour réussir. Mais ce n'est pas si loin non plus. Voyez-vous, si vous vous concentrez continuellement, intensément, sur vos erreurs et vos mauvaises décisions de trading, vous risquez fort de les reproduire. Votre subconscient perçoit les images mentales que vous lui fournissez et agit en fonction des instructions que vous lui donnez. C'est ainsi qu'il fonctionne. Il s'approprie les images mentales que vous lui envoyez, comme la peur d'être mordu par un chien ou les regrets liés à des erreurs boursières passées, et fait de son mieux pour les mettre en pratique. Comme vous le verrez dans la section 3, votre subconscient ne se soucie pas de savoir si les instructions que vous lui donnez ne sont pas dans votre intérêt. Il tente simplement de suivre les informations qu'il reçoit, qu'elles soient utiles ou non. Prenons l'exemple de la morsure de chien. L'enfant a envoyé à son subconscient l'idée que tous les chiens sont menaçants. 2 points sont importants ici. Premièrement, cette information n'est pas forcément vraie. Évidemment, tous les chiens ne sont pas menaçants. En réalité, la plupart sont amusants et feraient beaucoup de bien à l'enfant. Deuxièmement, cette information n'est pas utile à l'enfant. Il serait évidemment plus heureux d'avoir une relation amicale avec la plupart des chiens plutôt que d'en avoir peur, mais néanmoins, pour l'enfant, l'information, que tous les chiens sont menaçants, est très réelle et vraie. Nos peurs peuvent aussi nous causer des problèmes dans nos transactions. N'oublions pas que nos peurs agissent comme un mécanisme d'alerte pour nous aider à éviter ce que nous percevons comme une menace. Beaucoup de gens procèdent ainsi en évitant les informations qui seraient menaçantes ou contraires à leur opinion actuelle. Au lieu de voir clairement toutes les informations qui nous permettraient de prendre de bonnes décisions en matière de trading, nous faisons exactement le contraire. Nous ignorons des informations importantes qui pourraient nous menacer. En trading, cela peut être très dangereux et ne nous aidera jamais à agir dans notre propre intérêt. Lorsque nous tradons sous l'emprise de la peur, nous pouvons facilement nous voiler la face. Par exemple, si nous sommes en position et que le marché nous fournit des informations confirmant ou infirmant notre position, sur quelles informations pensez-vous que nous allons nous concentrer?
Nous accordons évidemment une grande importance aux informations qui nous donnent raison et ignorons souvent celles qui nous indiquent d'autres possibilités. Ce type de raisonnement peut être très dangereux pour tout trader car, au bout d'un certain temps, les informations menaçantes peuvent devenir tellement accablantes qu'il devient impossible de les ignorer. Le seul moyen de soulager le stress et l'anxiété est alors de sortir de la position. Un trader anxieux réagira à l'inverse face à une position gagnante. Sa peur de perdre le poussera à se focaliser sur ce que le marché pourrait lui enlever dans sa position gagnante actuelle. N'oubliez pas que, dans une position perdante, le trader anxieux se concentrera uniquement sur les informations qui confortent sa position et ignorera les autres facteurs qui pourraient la contredire. Mais dans une position gagnante, il fera l'inverse. Il ignorera toute information indiquant que le marché a le potentiel de poursuivre sa progression. Il sera tellement obnubilé par les informations qui confirmeront ses craintes de voir le marché anéantir ses profits, qu'il sortira prématurément de la position, sans tenir compte du potentiel de gain restant. Et la situation empire si le marché évolue en sa faveur après sa sortie. Il se reprochera alors amèrement de ne pas être resté plus longtemps sur le marché. Il ne réalise certainement pas que c'est sa peur de perdre qui l'a poussé à sortir et à laisser passer cette opportunité. Voici les principales raisons pour lesquelles la plupart des traders limitent leurs profits et laissent leurs pertes s'accumuler. Lors d'une transaction gagnante, un trader anxieux se focalisera sur les informations indiquant que le marché va anéantir ses gains. Et lors d'une transaction perdante, il se focalisera sur tout sauf sur les signes d'une opération perdante. De toute évidence, cette peur sabote vos transactions car elle vous empêche d'agir dans votre propre intérêt. Pour l'éviter, nous devons apprendre à trader sans peur. Pour cela, nous devons avoir une confiance absolue en nous-mêmes et être certains d'agir toujours dans notre propre intérêt. Ainsi, pour réussir, vous devez vous concentrer sur des éléments différents de ceux de la majorité des traders. Laisser courir ses pertes et limiter ses profits est la stratégie la plus courante. Vous devez faire l'inverse, et pour cela, vous devez changer votre façon de penser. C'est précisément ce que nous apprendrons à faire dans la section 3. Fin de la section 2. Veuillez vous abonner à la chaîne pour la suite.